m'appelle Jean-Pierre Lévesque, je suis associé au sein de l'agence d'architecture Bonac-Gonzalez et Associés. Donc nous sommes une cinquantaine d'architectes à œuvrer dans ce cabinet sur des projets aussi variés que des opérations d'urbanisme, des opérations publiques ou privées. En public, beaucoup d'équipements d'enseignement, d'équipements scolaires, de médiathèques et en privé, plutôt des bureaux, des logements, des résidences étudiantes. Et puis nous avons effectivement une activité d'urbanisme. Et ce qui nous intéressait à l'échelle du macrolot, notamment du macrolot B4 dans la ZAC du Trapèze, c'est que c'est une échelle intermédiaire entre l'architecture et l'urbanisme. C'est une macro-architecture ou du micro-urbanisme en quelque sorte. Nous avons trouvé un grand intérêt à travailler justement sur les vides, les porosités, tout ce qui faisait ce quartier. Alors, un macrolot, c'est un peu une invention boulonnaise pour le coup, dans le cadre de la ZAC du Trapèze. Patrick Chavannes et Thierry Laverne ont proposé un plan urbain reposant sur des tènements fonciers de grande taille qui permettaient de limiter le coût de l'aménagement public et dans le même temps, puisqu'il y avait moins de surface à traiter au niveau de l'aménagement public, d'avoir une plus grande qualité de cet aménagement public. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de la qualité de l'ouvrage final. La ZAC du Trapèze est à ce titre une des plus belles réalisations françaises, je pense, à l'échelle du territoire. Par ailleurs, la contrepartie, c'est qu'effectivement, les tènements fonciers résultants sont importants. Et donc, il a été édicté des règles permettant de, malgré tout, maîtriser la densité et la répartition des vides à l'intérieur de ces grandes entités foncières. Donc, un macrolot, c'est ça, c'est une grande entité foncière à l'intérieur duquel on a édicté des règles qui vont permettre de garantir des qualités urbaines, des qualités de transparence, des qualités de parcours possibles, puisque les règles édictées étaient les suivantes, c'est que les constructeurs gagnaient en constructibilité s'ils ménageaient au travers de ces grands macrolots des passages à l'intérieur d'îlots privatifs, un petit peu comme à Lyon, il existe ce que l'on appelle les traboules. Voilà, c'est un petit peu le même principe, c'est qu'au sein d'une entité privative, on ménage des possibilités de traverse possibles, moyennant quoi on gagne en constructibilité. Donc le macrolot, c'est ça. Assurer la coordination d'un macrolot, c'est avant tout générer un discours narratif, une narration. Qu'est-ce que l'on va raconter au travers de ces bâtiments qui vont prendre place sur ce grand ensemble foncier? Quel va être le lien entre eux? Quel va être à l'échelle du territoire le récit qu'ils vont porter? Donc c'est ça principalement. Et puis dans la matérialisation de ce récit, c'est aussi prendre en charge toutes les réglementations urbaines parce que à l'intérieur de ces macrolots, il y a une règle urbaine qui est extrêmement complexe et qu'il convient de prendre en charge de façon à véritablement trouver le meilleur résultat à l'équation géométrique qui est posée. Donc il y a le discours et puis il y a la méthode. Voilà, c'est ça le rôle du coordonnateur. Il me vient en tête un sujet d'arbitrage que nous avons dû mener dans le cadre de cette coordination qui justement reposait sur l'articulation de ces fameuses règles du PLU. En clair, les droits à construire sur chaque bâtiment dépendent de la hauteur à laquelle ils prennent place. Et Sauerbruch et Hutton, qui étaient en charge de l'immeuble de bureaux, tenaient absolument à ce que leur immeuble se plante verticalement sur toutes ses faces, aussi bien sur le cœur d'îlot que sur le mail principal.
Donc autant il était évident que la position de ce bâtiment sur le mail principal devait être celle-ci, sur l'intérieur du macrolot, il nous semblait qu'il était nécessaire de passer par une échelle intermédiaire qui était celle du rez-de-chaussée ou du R+1 et qui permettait au niveau du macrolot de venir retrouver une échelle au contact du bâtiment qui soit moins monumentale. Et donc, à ce titre, nous avons insisté et fait pression sur Sauerbruch et Hutton, justement parce qu'on avait besoin de constructibilité en hauteur pour les logements, moyennant quoi il fallait qu'ils la cèdent à destination des logements, en occupant un peu plus le rez-de-chaussée, ce qui était tout à fait compatible avec le programme qui prenait place, puisqu'il s'agissait du restaurant d'entreprise du bâtiment tertiaire, qui nécessite un peu de largeur, un peu d'épaisseur. Voilà. Typiquement, ce type d'arbitrage, c'était tout à fait possible et nécessaire. Alors, la particularité du macrolot B4, c'est que le concours s'est fait en 2 temps. Le premier concours a eu lieu en 2008 où, dans les fiches de lot, la disposition des bâtiments positionnait les logements sur le parc et les bureaux à l'arrière. Nous avons été 2 lauréats à ce concours, l'agence Sauerbruch et Hutton et nous-mêmes. Et puis, il y a eu un deuxième tour 1 an plus tard. Et entre 2008 et 2009, il s'était passé quelque chose d'assez important. C'était la crise de l'immobilier, notamment sur l'immobilier tertiaire. Le sujet sensible était de positionner donc le bâtiment tertiaire dans sa position la plus fabuleuse, de façon à ce qu'il ait une commercialisation la plus simple possible. Dans ce cadre-là, sa place naturelle s'est retrouvée sur le parc, mais ce faisant plein sud, elle venait obérer la lumière sur l'ensemble du macrolot. Et donc tout le travail du discours narratif et de la méthode que nous avons employée reposait sur le fait que finalement pour pouvoir prendre au sein de ce macrolot, les bâtiments devaient être généreux les uns envers les autres. Et donc, à ce titre, le bâtiment de bureau vient se plier sur le sud de façon, sur les angles, à libérer l'accès à la lumière, notamment pour le bâtiment de logement Naos qui se trouve à l'angle. Et chaque bâtiment, en définitive, dans sa géométrie, vient se plier pour aller chercher les meilleures vues, les meilleurs accès à la lumière et permettre ainsi ce que nous avons appelé, et c'est la narration que nous avons développée, ce que nous avons appelé la générosité, c'est-à-dire une cité dans laquelle il y a une forme de courtoisie des bâtiments les uns par rapport aux autres, de sorte que finalement c'est ça l'urbanité, c'est bien vivre ensemble. Alors le Trapèze, c'est un écoquartier. Un écoquartier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un quartier dans lequel finalement on va gérer de la manière la plus vertueuse les sujets relatifs à la gestion de l'eau, à la gestion de l'énergie, à la gestion du carbone. Au sein du macrolot B4, nous nous sommes employés à végétaliser très lourdement le cœur d'îlot de façon à endiguer les phénomènes d'îlots de chaleur. À ce titre, la quasi-totalité du macrolot est couverte de parking, alors pas en totalité puisqu'il y a des respects de pleine terre bien évidemment, mais les parkings viennent déborder largement de l'emprise des bâtiments. Et donc nous nous sommes employés à venir végétaliser cet ensemble avec des buttes végétales, de façon à ce que la nature des végétaux plantés soit identique, qu'elle soit en pleine terre ou sur les dalles de parking, pour créer un paysage homogène finalement, qui nous permette d'apporter beaucoup de fraîcheur dans ce cœur d'îlot, et puis de traiter l'écoulement des eaux par l'absorption naturelle de toute cette masse végétale. Par ailleurs, il nous est apparu important d'utiliser des matériaux décarbonés, notamment le bois en façade, au travers du foyer d'accueil médicalisé qui a été réalisé par Cause et qui utilise beaucoup de bois en façade. Et puis une attention bien évidemment aux questions relatives à la thermique,
en travaillant particulièrement à l'isolation des bâtiments, isolation par l'extérieur, isolation par l'intérieur mais renforcée, en utilisant des rupteurs de pont thermique. Voilà, ça a été nos axes principaux. La générosité, ça passe par la gestion des vides et des pleins. Les bâtiments, encore une fois, sur ce macrolot, bénéficiaient d'une constructibilité supplémentaire pour peu qu'ils soient très largement traversés par des traverses urbaines et qu'ils puissent dégager de cette manière-là des visions lointaines au travers de ces cœurs d'îlots. Donc nous nous sommes attachés justement à travailler l'ensemble du macrolot un petit peu comme un jardin zen. On est véritablement parti du paysage. On a commencé par dessiner un jardin et chaque bâtiment est posé dans ce jardin un petit peu comme des pierres dans un jardin zen. Et donc vient générer autour de lui le vide nécessaire à sa présence. Et ce vide nécessaire, eh bien, c'est celui qui nous permet justement ces dégagements urbains, ces visibilités au travers du macrolot. Donc c'est dans ce rapport de plein et de vide que le macrolot se dessine. On a véritablement pris beaucoup de temps, on a considéré avec une grande attention la question du vide entre les bâtiments. Les Japonais ont un mot pour ça, c'est le ma, et il y a différentes prononciations qui correspondent à différentes nuances de tout le champ conceptuel de ce on peut entendre par le vide. Et je pense que ce macrolot en tire parti. Une des clés de lecture du macrolot B4, c'est probablement la géométrie. Parce que justement, dans ce jeu complexe du PLU et des règles de constructibilité, il s'agissait d'être extrêmement fin dans la manière dont la géométrie de chaque bâtiment allait permettre tout à la fois l'existence des autres et dans le même temps, pour lui-même, permettre l'accès à la lumière, l'accès aux vues lointaines. Encore une fois, nous avons cette présence du bâtiment de bureaux sur le parc qui est plein sud. Et donc tout le jeu des autres bâtiments consiste à, par leur géométrie, se plier pour aller chercher des vues biaises, des vues lointaines, de façon à véritablement éviter les vis-à-vis et permettre par là même, quand on est dans son séjour, quand on est dans son salon, voilà, ce que l'on observe par l'orientation de la façade sur laquelle on prend le jour, c'est des vues lointaines, des vues plein sud. Alors c'est particulièrement vrai pour le bâtiment Naos qui se trouve à l'angle de la rue Marcel Bontemps, mais c'est aussi vrai pour le bâtiment Losange qui est à l'arrière de l'espace Saint-François de Sales, parce que de par sa façade prismatique, il va chercher voilà, justement des orientations est et ouest pour aller capter tous les meilleurs ensoleillements possibles tout au long de la journée. C'est aussi vrai pour la maison Saint-François de Sales, qui, par sa géométrie, est là pour exprimer une pause. On est dans un environnement urbain extrêmement dense et nous avons profité de ce programme très particulier qui est un lieu de culte avec une échelle assez basse pour justement faire en sorte que au sein de l'ensemble de la ZAC du Trapèze, il y ait ce lieu sur le parvis Jean-Paul II qui tout d'un coup soit à une autre échelle, dans une géométrie bien particulière, fait d'une peau d'une seule et même matière qui vient s'enrouler et qui forme ce clocher, cette émergence, mais qui s'organise autour d'un vide et qui est là pour exprimer une pause temporelle dans la balade que l'on va avoir au sein de la ZAC du Trapèze. Quand on va arriver à cet endroit-là, il y aura la présence du vide, encore une fois, qui s'exprime dans cette géométrie singulière et puis il invite à s'arrêter, rentrer. Le macrolot B4 s'articule au travers de 5 pièces d'architecture qui prennent place dans un jardin zen.
et tels des rochers donc, viennent de définir leur rapport les uns aux autres. Il y a tout d'abord le bâtiment de Saorbocke-Hutton qui se trouve sur le parc et dont la particularité est qu'il s'aligne strictement sur toutes ses faces, sauf l'une d'entre elles où un léger pli permet au bâtiment de logement qui se trouve à l'arrière de dégager des vues sur le sud. Et puis sur le cœur d'îlot, il prend une face ondoyante pour accompagner le regard et la balade du promeneur qui va traverser le cœur d'îlot. Par ailleurs, sa façade est faite d'un principe cinétique cher à Saorbocke-Hutton qui repose sur les travaux de Cruz Diez, donc un artiste qui faisait de l'art opt dans les années 60-70. Et ce qui est assez singulier, c'est que c'est une invite à la promenade parce que en fonction du regard de l'observateur, le bâtiment va changer de couleur par le simple phénomène de défilement des ailettes qui définissent sa façade. Donc il y a cette façade comme ça très, très emblématique, assez singulière, qui pose le Macrolot face au parc. Et puis dès lors que l'on franchit l'intérieur d'îlot, on trouve tour à tour 4 autres bâtiments. Tout d'abord le bâtiment Naos qui se trouve à l'angle de la rue Marcel Bontemps et qui pour le coup vient se déhancher, se déformer. Donc Naos c'est le nom d'une étoile. Il a ce plan en étoile qui permet en définitive à chaque appartement d'aller capter les meilleures vues, d'aller capter les meilleures orientations. Donc même sur la façade nord, le bâtiment vient se creuser pour aller chercher des orientations est ou des orientations ouest. Et la géométrie des balcons vient ajouter à cet aspect de rocher en donnant sous la forme d'un balcon coursif, en définitive, des extensions assez généreuses à tous les espaces intérieurs. Et puis les parvis eux-mêmes sont constitués d'une géométrie qui vient articuler chacun des balcons, constituant ainsi un ensemble assez monolithique, mais tout à la fois découpé. Ensuite, dans le cœur d'îlot, on vient retrouver le foyer d'accueil médicalisé, donc, qui a été réalisé par l'agence Cause. Et là, Nicolas et Olivier sont venus s'emparer de la volumétrie que nous leur avions proposée de façon extrêmement simple, en y ajoutant la dimension de cabane en quelque sorte, au travers d'éléments en bois qui viennent se greffer, notamment sur le cœur d'îlot qui accueille des balcons assez généreux. Et là encore, l'association du matériau bois dans le cœur d'îlot permet en quelque sorte d'avoir une continuité végétale entre les arbres plantés et puis le bois dont est constitué le bâtiment. Deux bâtiments qui en fait s'accrochent sur le même socle de parking. D'une part, le bâtiment Losange qui se trouve sur la rue Marcel Bontemps et puis la maison Saint-François de Sales. Alors, le bâtiment Losange, lui, de par sa localisation sur la rue Marcel Bontemps, vient offrir sur sa façade sud une façade très prismatique, très découpée, donc dans un enchevêtrement un peu savant de loggia et de balcons. Donc tout à la fois de balcons en creux qui génèrent un étage sur deux et en quinconce des loggias que l'on vient fermer avec des écrans de verre qui permettent d'avoir de véritables jardins d'hiver. Donc on est sur de l'architecture du quotidien, on se sert d'une fonction, d'un usage pour créer de la forme. Et donc là, cette façade prismatique, bien, tout en réinterprétant un petit peu le même sujet que dans Naos, avec cette fois-ci une forme beaucoup plus réglée, beaucoup plus géométrique, vient répondre à ce besoin d'aller capter des orientations diverses et variées. Et puis enfin, il y a la maison Saint-François de Sales. Alors ça, c'est un programme très particulier, c'est une chance extraordinaire de pouvoir concevoir un lieu dédié au sacré dans la vie d'un architecte, c'est indéniablement, et on y a pris un réel plaisir. Et pour cela, donc, nous avons conçu un espace unitaire
est singulier et l'unité, elle s'exprime par un seul matériau qui exprime justement cette protection, cette enveloppe. Et le matériau de la toiture est le même que celui des murs. Et donc pour cela, il nous fallait trouver un matériau qui avait ces capacités d'étanchéité. Et donc nous avons utilisé le zinc prépatiné qui vient tour à tour suivant différentes technicités. Donc on retrouve du zinc à joint de boue, du zinc avec des couvertures à tasseau, des clins de zinc qui viennent équiper tour à tour les toitures, les murs et le clocher. Et la particularité notamment des parois verticales qui sont en clin de zinc, c'est que nous les avons orientées à 45 degrés par rapport à la verticale, de façon à ce que l'on ne puisse pas lire de lits horizontaux, parce que la lecture de lits horizontaux redonnait une échelle. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une horizontalité, on peut mesurer la taille de sa taille, sa propre échelle par rapport à une échelle de verticalité. Et là, en venant incliner à 45 degrés les lits de zinc, finalement, on fait perdre toute échelle au bâtiment. Et par ailleurs, cette inclinaison nous permet de déployer ces lits de zinc sur la totalité de la surface, un petit peu comme si on était venu découper dans une feuille de papier quadrillé un seul pli et que l'ensemble du bâtiment soit constitué d'une feuille à plat découpée que l'on soit venu ainsi plier. Donc tout ça donne un grand sentiment d'unité et puis avec le patio intérieur, la manière dont le matériau et le bâtiment vient s'enrouler sur lui-même, il y a une forme de geste unique en quelque sorte qui de l'entrée jusqu'au clocher donne une lecture assez unitaire du bâtiment. Donc c'est véritablement dans le jeu de ces 5 entités, de ces 5 existences en tant que telles, que l'ensemble du macrolot se compose avec le vide nécessaire entre eux pour que chacun d'entre eux puisse exister. Il y a une chose dont je suis assez fier sur la réalisation de ce macrolot B4, c'est son rapport à l'ensemble de la ville et d'une certaine manière la façon dont il est au service de l'espace urbain. Parce que justement dans la gestion des vides, du rapport des bâtiments entre eux, quand on se trouve à la périphérie, que ce soit sur la traverse Jules Guesde ou bien la rue Marcel Bontemps, tout d'un coup s'offre à nous des traversées, un aperçu du cœur d'îlot, la vue des autres macrolots au travers du cœur d'îlot. Et s'il y a une fierté, je pense, lorsque l'on intervient dans un espace urbain d'une telle qualité, c'est de contribuer finalement à l'ensemble, d'y apporter assez modestement sa pierre et d'avoir ce sentiment de travail bien fait finalement. C'est quelque chose d'assez agréable. Un de mes lieux préférés dans le macrolot, c'est la salle principale de la maison Saint-François de Sales, qui pour le coup en elle-même résume assez bien l'ensemble du macrolot. Parce que tout à la fois sa géométrie rappelle le jeu géométrique dont nous avons fait usage sur l'ensemble des bâtiments. Et puis par ailleurs, de façon extrêmement simple, on est dans une boîte à lumière parce que les percements de la toiture sont filtrés au travers d'un faux plafond de bois, un petit peu à la manière d'un sous-bois, d'une ambiance assez tamisée. Et lorsque on est dans une journée ensoleillée, eh bien, en passant la journée entière dans cette salle, finalement, on peut être spectateur de la course du soleil parce que les taches de lumière se déplacent et c'est un espace extrêmement méditatif, totalement intériorisé, qui fait écho également au jardin.